Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de parler parce que là, la situation devient de plus en plus intense avec ce qu'on voit avec deux grosses banques américaines qui viennent d'annoncer leur faillite dans la même semaine, dont la plus grande banque crypto, Silvergate. En plus de ça, on a le USDC qui serait peut-être en péril. On va parler de l'attaque des politiciens et du gouvernement américain contre les cryptos. On va parler de l'adoption massive qui s'en vient. Et contrairement à d'habitude, ça va être à la fin de la vidéo que je vais vous montrer mon analyse de prix sur le Bitcoin et qu'est-ce que je pense qui va arriver pour la suite des choses parce que vraiment, je pense que cette vidéo-là vaut la peine d'écouter du début à la fin et sérieusement, partagez la vidéo avec quelqu'un que vous connaissez parce qu'on va parler du système financier dans son ensemble et sérieusement, on va se dire les vraies choses là. Donc je pense que ça va permettre à certaines personnes d'ouvrir leur esprit puis de comprendre dans quel manège qu'on est. Et je vous garantis que vous allez jamais entendre personne d'autre dire le genre de choses que je vais vous dire aujourd'hui sur la chaîne, parce que je pense qu'il n'y a pas grand personne qui sont capables de faire les liens qu'on fait ici ensemble, et vous êtes probablement, vous, la communauté qui est la plus éduquée qui existe dans le monde des cryptos. Donc, ceci étant dit, commençons la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et un commentaire. Et encore une fois, n'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier, donc tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que mon opinion. Ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on a vu ce vendredi? On a vu la banque Silicon Valley Bank aux États-Unis, qui est la 15e plus grosse banque américaine par actif, qui serait en faillite. On a vu l'action plonger de 60% en une seule journée, comme on voit sur la charte ici. On a vu ce qu'on appelle aussi un bank run, comme on voit tous les gens ici qui essaient de sortir leur dépôt de la banque avant que tout soit fermé. Donc vraiment, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est une catastrophe. Pour le peuple, pour les gens qui avaient des dépôts dans cette banque-là, pour les compagnies et les employés qui vont attendre de recevoir leur salaire qui vient de cette banque-là. Et ça nous rappelle à quel point le système bancaire est fragile et qu'il opère avec des réserves fractionnaires, ça veut dire qu'ils n'ont pas 100% des dépôts des utilisateurs. Et ça nous rappelle pourquoi le Bitcoin existe. Et là, j'aimerais qu'on rentre en profondeur dans tout ce que je viens de vous dire. Et là, selon moi, quand on voit une banque régionale comme ça faire faillite, ben c'est une opportunité en or pour toutes les grosses banques comme JP Morgan, Goldman Sachs, pour acheter leurs actifs en détresse à rabais. Et ces grosses banques-là vont en profiter, et nous, le peuple, ben, on va manger la volée, sauf si en fin de semaine, parce qu'on va avoir des rencontres urgentes à la Fed et avec nos politiciens, qui vont peut-être, à partir de nulle part, réimprimer une somme d'argent pour sauver ces banques-là en faillite. Mais je pense pas que c'est une banque qui est too big to fail, donc peut-être qu'ils vont la laisser aller pour permettre aux grosses entités, qui eux sont too big to fail, de racheter des actifs à rabais pour devenir encore plus big. Donc, qu'est-ce qui est arrivé pour que la banque Silicon Valley, qui était justement dans la Silicon Valley en Californie, où est-ce que toutes les entreprises de technologie, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'elle fasse faillite? Ben, la banque Silicon Valley avait investi massivement dans des obligations, donc des bons du trésor américains, quand les taux d'intérêt étaient à environ 1,7%. Parce que qu'est-ce que ça fait une banque? Ben, ça prend votre argent, puis ça la réinvestit ailleurs. Donc, votre argent sert de levier. Donc, votre argent n'est pas votre argent. Vous prêtez votre argent à la banque et eux s'amusent à jouer au casino avec. Et là, quand le casino va du bon côté, ben, y a pas de problème. Mais quand le casino va du mauvais côté, comme qu'est-ce qui est arrivé avec la banque Silicon Valley, ben, il arrive que vous avez plus accès à votre argent. Bon, pour revenir aux bons du trésor, ils ont investi dans des bons du trésor à 1,7%. Jusque-là, tout va bien. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ben, Jérôme Powell, l'empereur mondial de la finance, qui a décidé d'augmenter les taux d'intérêt, comme on voit ici, à partir de 0 jusqu'à maintenant 4,5%. Et là, qu'est-ce que ça fait? Quand on augmente les taux d'intérêt sur des dettes américaines, comme s'il n'y avait pas de lendemain, ben ça fait ça ici. Le prix des bons du trésor, quand les taux d'intérêt augmentent, le prix des bons du trésor descend. Donc, si vous avez acheté des bons du trésor ici, par exemple, là, on est sur le TLT, le TF qui mime le prix des bons du trésor américain sur 20 ans, ben vous vous faites complètement défoncer. Et là, c'est ça qui est arrivé sur la position des bons du trésor de la banque Silvergate. Donc, ils ont pris l'argent des déposants, l'ont investi dans des bons du trésor, qui ont perdu en valeur de façon massive. Et là, tout à coup, il est arrivé une petite panique avec qu'est-ce qu'on a vu sur aussi Silvergate, qui est l'autre banque qui a fait faillite au début de la semaine. Que si vous voulez voir sa charte en logarithmique ici, vous voyez qu'est-ce que ça a l'air une banque qui est en faillite. Ben, qu'est-ce qu'il y a eu sur Silvergate et sur Silicon Valley Bank? Plusieurs personnes ont voulu retirer leur cash des banques en même temps. Et là, ça a fait en sorte que, étant donné que l'argent des gens qui ont déposé
des fonds dans la banque Silicon Valley Bank et Silvergate, parce que c'est la même situation pour les deux, ben leur argent était dans des bons du trésor qui avaient perdu une valeur de fou, comme on voit ici. Et là, la banque Silicon Valley a vendu pour 21 milliards de dollars en bons du trésor et ils ont eu une perte nette de 1,8 milliard de dollars. Et ça a fait en sorte que la banque est devenue insolvable, ou plutôt que la banque était déjà insolvable, et là, vu que les gens ont voulu retirer leur argent qui leur appartenait de la banque, ben ils se sont rendus compte que il n'y avait pas d'argent, que la banque se baignait tout nu dans l'océan. Quand la liquidité se retire, c'est là qu'on voit qui est-ce qui se baigne tout nu dans l'océan, et ces deux banques-là le font, et inquiétez-vous pas, toutes les banques, c'est la même chose. Si, demain matin, on décidait d'aller sur n'importe quelle banque, autant canadienne, américaine qu'européenne, et que tout le monde décidait de retirer leur argent en même temps, la banque serait obligée de fermer, et là, les gouvernements mettraient probablement des gens armés entre la banque et le peuple pour pas que les gens rentrent dans la banque. Pourquoi? Parce que il y a aucune banque qui peut assurer 100% des dépôts, parce que on vit dans une pyramide de Ponzi, où est-ce qu'on permet aux banques et aux banques centrales de prêter de l'argent qui existe même pas. Donc, on permet aux banques centrales et aux banques de créer de l'argent à partir du vide. Donc, c'est comme si nous, dans notre sous-sol, on décidait de faire de la contrefaçon d'argent et qu'on la prêtait à des gens. Sauf que nous, la différence, c'est qu'on pourrait se retrouver en prison pour 20 ans, mais eux, il n'y a pas de problème, c'est merveilleux, tout va bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, c'est qu'en ce moment, on a deux grosses banques qui viennent faire faillite et peut-être que ce n'est que la pointe de l'iceberg parce que j'imagine que beaucoup de banques ou d'entités qui sont dans la même situation actuellement qui ont acheté des bons du trésor à un prix qui était haut et qui se sont fait défoncer complètement et que au moindre signe que beaucoup de clients vont décider de retirer leur argent de la banque, mais l'argent sera tout simplement pas là. Et ça, c'est la nature de notre système financier actuellement et c'est pour ça que le Bitcoin existe. Et là, on va parler un peu plus tard dans la vidéo de pourquoi, selon moi, je pense que c'est vraiment pas le temps de vendre ces crypto-monnaies. Mais pour revenir à la banque, là, on a deux questions. C'est est-ce qu'il va avoir de la contagion suite au crash de la banque SVB, donc Silicon Valley Bank et Silvergate. Déjà au niveau de Silvergate, on a de la contagion qui se fait au niveau du marché des crypto-monnaies parce que Silvergate avait une plateforme qui permettait de faire passer des dollars américains vers les crypto-monnaies 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Et là, depuis que Silvergate a dû fermer ses portes, ben on a vu beaucoup moins de volume de transactions au niveau des crypto-monnaies. Étrange, je pense pas selon moi, parce qu'on voit en ce moment tous les gouvernements américains, surtout qui sont en train de faire une attaque sur le marché des crypto-monnaies parce que le marché des crypto-monnaies est en train de déranger leur petit Ponzi. Et là, rappelez-vous toujours de cette image-ci, le Bitcoin et les crypto-monnaies sont rendus à un point où est-ce qu'on est rendu ici au troisième niveau. Le premier niveau, c'est premièrement, ils vous ignorent. Deuxièmement, ils rient de vous. Troisièmement, ils essaient de vous combattre. Et quatrièmement, vous gagnez. En ce moment, on est au point où est-ce que les régulateurs, les politiciens et les banques centrales qui sont une seule et même entité sont en train de travailler pour protéger leur système bancaire. Et là, les crypto-monnaies sont rendues assez grosses et sont rendues une assez grande menace qui sont en train d'essayer de les combattre par différents mécanismes, dont un des mécanismes qu'on voit en ce moment, c'est d'empêcher les gens de pouvoir entrer de la monnaie fiduciaire en crypto-monnaie. Et la deuxième question qu'il faut se poser avec la faillite de Silicon Valley Bank, ben est-ce qu'il va y avoir de la contagion? Là, on a déjà vu des signes de contagion avec le USDC qui a en ce moment 3,3 milliards de dollars sur ces 40 milliards de USDC en réserve, de dollars en réserve qui est pris dans la banque Silicon Valley Bank. Donc si on regarde ce qui se passe en ce moment, les gens sont en train de paniquer et vendre le USDC parce que possiblement que le 3,3 milliards de dollars qui est pris dans la banque Silicon Valley Bank ne reviendrait pas dans les comptes de USDC de Circle en fait. Est-ce qu'il faut s'inquiéter au point de vendre ces USDC? Ben rendu là, je le sais pas. De mon côté, comme vous le savez, il me reste pas beaucoup d'USDC, donc c'est pas vraiment un problème pour moi. Mais selon moi, je pense que USDC va réussir à s'en sortir par différents mécanismes parce que c'est rendu tellement gros comme système et ils sont backés par tellement de grosses entités. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui me dit que les régulateurs, la Fed, la SEC ont peut-être intérêt à ce que le USDC fonctionne pas. Mais bon, rendu là, ce n'est que spéculation.
On va voir dans les prochains jours qu'est-ce qui se passe, mais je pense pas qu'on va avoir une spirale négative comme le UST, tout simplement parce que là, sur 41 milliards de dollars de USDC, c'est seulement 3,3 milliards qui est en péril, donc on parle d'à peu près 7%. Mais bon, ça va être à suivre vraiment avec intérêt. Donc, le long week-end, les banques qui sont en train de faire faillite, à cause que la Fed a augmenté les taux d'intérêt de façon rapide et a complètement détruit le marché de la dette, mais ça fait en sorte qu'il faut se poser des questions. Est-ce que la Fed veut vraiment continuer de monter les taux rapidement, ou est-ce que la mission de la Fed d'augmenter les taux rapidement comme s'il n'y avait pas de lendemain a été réussie comme que je vous parle depuis plusieurs vidéos, depuis même plus d'un an, que leur mission, c'est d'augmenter les taux jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui casse dans l'économie, puis après ça, comme par hasard, on est obligé d'arrêter d'augmenter les taux d'intérêt. Puis même, on va être obligé de peut-être recommencer l'impression monétaire. C'est exactement ce que je vous dis depuis plus d'un an. Et là, on voit ça se passer devant nos yeux. Et l'autre point qui est important de comprendre, comme qu'est-ce que je vous explique déjà depuis un certain moment, là, depuis plusieurs mois, c'est que d'augmenter les taux d'intérêt, comme on voit en ce moment, là, ça va changer absolument rien au chiffre de l'inflation. Même si on vous dit le contraire et on essaie de vous pousser ça dans la gorge dans les médias de masse. Pourquoi? Ben, je vais vous expliquer pourquoi avec une seule image. Et j'ai vu un gars faire ça sur Internet et je trouvais ça brillant, donc je vais le faire devant vous. Vous voyez ici, on a la quantité de monnaie qui existait aux États-Unis. Et ça, c'est dans tous les pays du monde. Ça a pris 250 ans aux États-Unis pour se rendre là. Et depuis 2020, on a augmenté de 50% la quantité de monnaie en circulation. Donc, on a dilué le pouvoir d'achat de chaque dollar, en fait, qui est en circulation. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait pas de l'inflation. En ce moment, on n'a pas un problème d'inflation. On a un problème de dévaluation monétaire. Donc, l'inflation, c'est pas le bon mot. C'est notre devise qui vaut de moins en moins. Et ça a été fait dans tous les pays du monde, par tous les endroits où est-ce qu'il y a des banques centrales. On a une augmentation des prix qui a été causée par l'impression monétaire sans précédent et pas vraiment par l'inflation. Parce que l'inflation, c'est quoi? C'est par exemple, s'il y a un seul cellulaire qui existe dans le monde et qu'on est 10 000 personnes à le vouloir, ben ce cellulaire-là, on va pouvoir le vendre peut-être 100 000 $, 1 million de dollars, alors que s'il y a plein de cellulaires, ben on va pouvoir le vendre seulement 500 $. Ça, c'est de l'inflation. C'est quand il y a plusieurs personnes qui se battent pour avoir une quantité limitée d'actifs. Mais là, la montée des prix qu'on voit en ce moment, c'est pas de l'inflation, c'est de la dévaluation de notre monnaie par les banques centrales. Donc, d'augmenter les taux d'intérêt dans cette situation-là, ça change absolument rien. La vraie façon de diminuer l'augmentation des prix qu'on voit en ce moment, c'est d'arrêter d'imprimer de l'argent. Et on va aller voir ça dans 30 secondes. Et la deuxième façon d'arrêter l'augmentation des prix, c'est que à la place d'avoir un ratio de 0% dans les banques pour pouvoir prêter de l'argent, donc les banques américaines peuvent avoir 0$ dans leur coffre et prêter de l'argent, c'est d'augmenter le ratio nécessaire pour pouvoir prêter de l'argent. Si on était à 10, 20%, on verrait moins d'augmentation de prix parce que là, ça ferait en sorte que pour pouvoir prêter de l'argent, il faudrait avoir de l'argent. Et là, une charte intéressante que j'aimerais vous montrer, depuis mars 2022, la Banque centrale américaine a arrêté d'imprimer de l'argent et comme par hasard, on a vu l'inflation qui a atteint un sommet en juin 2022 et là, ça commence à descendre. Donc, tant qu'ils réimpriment pas d'argent, l'inflation risque de continuer de descendre. Mais aussitôt qu'ils vont remettre la machine, la presse à papier en marche, l'inflation va exploser. C'est pas l'inflation, encore une fois, c'est l'augmentation des prix. Et encore une fois, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que ces chiffres-là sont manipulés à fond parce que on prend l'inflation sur il y a 12 mois. Donc, il y a quelque chose à comprendre ici. Ça veut dire que s'il y a 2 ans, je payais mes œufs, une boîte d'œufs 3$, et qu'aujourd'hui, je la paye à 6$, donc là, on a une inflation sur 2 ans qui a donné 100%, et que l'année prochaine, je paye ma boîte d'œufs à 6,50$, là, on va pouvoir dire qu'il y a eu seulement une petite augmentation parce qu'on a passé de 6$ à 6,50$, mais en réalité, si on regarde l'inflation sur 3 ans, je payais mes œufs à 3$ et là, je les paye à 6,50$. Donc, c'est ça, la façon de manipuler l'inflation, c'est de calculer sur l'année d'avant. Et là, ça fait en sorte que notre perception de l'inflation et de l'augmentation des prix est pas la même que la réalité. Bon, maintenant, avant d'aller voir ce que je pense du prix des crypto-monnaies et pourquoi, selon moi, on rentre dans un cycle d'adoption qui va être sans précédent pour les prochaines années, je pense que ça va être important que je vous parle de ce que je vous parlais à l'instant, qui va être notre plus grand combat de probablement les 20, 30 dernières années, même je sais pas de combien d'années, mais notre plus grand combat depuis très longtemps. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais ça que vous écoutiez les 3 à 4 prochaines minutes et partagez cette section-là de la vidéo avec les gens
qui comprennent pas qu'est-ce qu'il y en a avec la blockchain et ensuite on va aller voir cette charte-là et je vais vous expliquer à quel point en ce moment on est dans des points qui sont vraiment intéressants pour l'achat de crypto-monnaies. Donc, écoutez ce qui va suivre. Là, j'aimerais qu'on parle de Web 1, Web 2, Web 3 et après ça, on va parler de Web 3 et on va parler à quel point on est dans un combat incroyable. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui comprennent pas à quel point c'est important le Web 3 et à quel point on a des investissements dans les centaines de millions qui se passent à chaque semaine dans le Web 3, autant par des hedge funds que même par les plus grandes banques du monde. Et là, vous devez comprendre ça sérieusement. Donc, le Web 1, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai déjà résumé. C'est dans les années 90, 2000, avant que les médias sociaux existent. Le Web 1, vous arriviez sur une page Internet, vous pouviez seulement lire. Le mot à retenir ici, c'est lire. On peut seulement lire qu'est-ce qu'il y avait. On ne pouvait pas interagir avec la page. Et là, on arrive le Web 2. C'est ça qu'on connaît actuellement, le Web 2. C'est qu'on a des pages sur Internet qu'on peut lire et en plus, on peut interagir, donc écrire. Donc, on peut lire et écrire, c'est ça le Web 2. On peut interagir avec des gens sur des pages, comme par exemple sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter. Les gens peuvent communiquer ensemble. Ça a été une révolution. Et ça a créé des business, des fortunes incroyables à plusieurs personnes. Et ça permet qu'en ce moment, je suis capable de vous parler à travers une vidéo que je fais et je vais rejoindre des milliers de personnes. C'est ça le Web 2. C'est génial ce que ça l'a apporté, mais ça l'a apporté d'un autre côté la centralisation parce que c'est seulement des grosses entités qui contrôlent les sites web où est-ce qu'on peut écrire et interagir dessus et on ne possède pas nos données et ça crée un problème de censure qu'on voit actuellement. Et là, on arrive dans l'ère du Web 3. Qui va commencer probablement à partir de maintenant dans le prochain cycle que je vois des crypto-monnaies et du World Economic Forum. Si vous n'avez pas compris, écoutez les 30 prochaines secondes. Le Web 3, qu'est-ce que c'est? Bon, on a vu Web 1, c'est lire. Web 2, c'est écrire. Web 3, c'est posséder. Et là, c'est là la grande différence que les gens ne comprennent pas. C'est que, par exemple, si je fais une vidéo sur YouTube, en ce moment, je la possède pas. C'est YouTube qui possède ma vidéo, qui me donne les miettes des revenus publicitaires. Mais dans le Web 3, je vais pouvoir posséder mes vidéos. Je vais pouvoir posséder mes tweets, je vais pouvoir posséder mon identité, parce que dans le Web 2, en ce moment, si vous donnez votre courriel, et là on vous demande de faire un KYC, vous donnez une photo de votre passeport, ben la photo de votre passeport vous appartient plus. Elle appartient à une base de données qui peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent se faire pirater comme toutes les grandes compagnies qu'on voit en ce moment qui se font pirater. Donc, le Web 3, qu'est-ce que ça permet? C'est qu'on peut posséder. Et là, ça c'est énorme. Et c'est complètement un autre paradigme. Parce que ça crée des modèles de revenus complètement différents. Et là, ça fait en sorte qu'on a le plus grand combat de notre histoire qui est en cours. C'est que si on est capable de posséder nos actifs, nos crypto-monnaies, notre argent, nos actions qui vont être tokenisées, parce qu'on le sait que les actions, les bons du trésor, même l'immobilier va être tokenisé. D'ailleurs, sur mon groupe Paul Crypto Recherche, je viens de vous parler d'une crypto-monnaie dans l'immobilier qui permet de tokeniser l'immobilier. Si on possède nos actifs tokenisés sur une blockchain sans permission, comme le Bitcoin et qui est complètement décentralisé, ça fait en sorte que personne ne peut mettre la main sur nos actifs. Mais là, vous avez compris quelque chose, c'est que toutes les plus grandes banques centrales du monde veulent avoir leur propre blockchain et avoir leur monnaie qui vont transiger dessus. Sur des blockchains qui vont être avec permission, ça veut dire que les banques centrales contrôlent complètement ce qui se passe sur la blockchain, vont savoir votre identité, vont savoir à quel moment, à quelle minute vous faites vos transactions. Et même comme en Chine, comme on voit avec leur monnaie de banque centrale, il peut y avoir une date d'expiration sur votre monnaie. Donc là, vous comprenez que les CBDC, c'est vraiment pas bon pour nous, mais c'est bon pour eux. Et là, dans un environnement Web 3, c'est là la grande guerre. Là, vous comprenez? On peut posséder nos actifs sur une blockchain sans permission, ou on peut posséder sur nos actifs, notre immobilier, nos actions sur une blockchain avec permission. Et là, c'est là le danger le plus incroyable. Donc, si vous possédez vos actions, vos bons du trésor, votre immobilier sur une blockchain avec permission qui est contrôlée par les banques centrales, et que vous dites quelque chose que votre politicien préféré n'aime pas, et décide que pour vous, votre wallet là, digital, c'est fini. Votre maison, votre certificat de maison tokenisé, c'est fini. T'as jamais eu de maison, t'as jamais eu d'argent. Et là, vous comprenez pourquoi les gens du World Economic Forum et tous les plus grandes banques centrales poussent pour la tokenisation d'actifs pour 2030, et ça s'en vient, c'est une garantie. Et eux veulent que la tokenisation d'actifs soit sur leur blockchain avec permission. Et nous, si on est intelligent, et surtout éduqués, parce que personne comprend c'est quoi le Web 3,
et je vous encourage à le comprendre, parlez-en autour de vous. Ben nous, ce qu'on veut, c'est une blockchain sans permission. Est-ce qu'on va l'avoir? Honnêtement, je pense que le combat est perdu parce que quand j'ai vu les gens se comporter comme des moutons quand on a eu le COVID, je me dis que ça va être la même chose pour les CBDC, mais peut-être. Je suis en train de faire ma mission ici, c'est de vous en parler. Parlez-en autour de vous. Peut-être que si on est une masse de gens à refuser les CBDC, peut-être qu'il va y avoir un changement. L'avenir est entre nos mains, puis là, j'ai fait ma mission, à vous de faire la vôtre. Et là, c'est quoi la garantie à travers tout ça? La garantie, c'est que les systèmes tokenisés, les blockchains, les technologies blockchain vont être adoptés. Que vous soyez quelqu'un qui aime la centralisation ou quelqu'un qui aime la décentralisation, les deux entités, les plus grosses entités mondiales, poussent pour que les systèmes qui utilisent les blockchains deviennent les systèmes qui vont soutenir le nouveau système financier. Donc, c'est une garantie qu'il y a certains projets qui vont exploser à la hausse pour le prochain cycle parce qu'ils vont être utilisés. Puis en plus de ça, on va avoir la liquidité qui va revenir dans le marché parce que là, aussitôt que la petite campagne de peur qu'on voit actuellement sur les crypto-monnaies et dans le marché financier va être passée et que les taux d'intérêt vont se stabiliser, ben là, les hedge funds vont se dire, ben là, il n'y a plus d'insécurité. On peut commencer à réinvestir dans le marché, dans les crypto-monnaies. Et là, on va avoir un nouvel environnement que la liquidité va revenir dans le marché. Et ça, c'est une question, selon moi, possiblement au mois de mai. Tout ce qu'on voit actuellement avec les taux d'intérêt va être pricé et l'argent va revenir dans le marché. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la campagne de peur qu'on voit en ce moment sur les crypto-monnaies, ben, c'est une campagne de peur pour vous faire peur, pour que les gens restent sur les lignes de côté et rentrent pas dans le monde des crypto-monnaies. Donc, selon moi, en ce moment, on est en train de voir une opportunité d'achat massive qui risque d'être la dernière opportunité d'achat avant qu'on parte vers le haut et qu'il va être trop tard. En plus de ça, oubliez pas qu'on est sur un système monétaire basé sur la dette. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tous les systèmes monétaires basés sur la dette finissent par une période d'hyperinflation parce qu'on a une dévaluation monétaire extrême. Donc, c'est une question de temps avant que l'imprimante recommence parce qu'on voit déjà des problèmes d'instabilité extrême sur le marché de la dette. Et en plus de ça, si on regarde ce qu'on a vu, on va aller voir sur une charte journalière ici, juste avant la correction qu'on a vue ici du 7 mars, on a vu le gouvernement américain qui a déplacé des dizaines de milliers de bitcoins sur les exchanges comme Coinbase pour dumper les bitcoins en même temps de faire une campagne de peur. Donc, dans ces moments-là, où est-ce qu'on voit ce genre de comportement-là? C'est orchestré pour faire peur aux gens. Donc, selon moi, c'est une opportunité d'achat. Pendant que eux dumpent leurs bitcoins, ben, moi, je pense qu'il faut les acheter à bas prix. Donc, merci à Glassnode pour cette analyse-là, parce qu'on sait que les États-Unis détiennent 140 000 bitcoins qu'ils ont récoltés avec ce qu'on a vu avec la route de la soie. Donc, ils ont récolté gratuitement, donc il n'y en a rien à foutre de les vendre à certains prix. Le but de vendre ces bitcoins-là, c'est de créer un mouvement et certaines émotions sur le marché. Donc, ça fait des semaines que je vous dis que le gap autour des 19 000 à 20 000 $ sur le bitcoin allait être comblé. C'est fait maintenant. Une bonne nouvelle. On risque de voir peut-être le bitcoin descendre encore un peu plus bas, mais selon moi, c'est vraiment dans les derniers moments pour accumuler. Parce qu'après, on va aller chercher les autres gaps qu'on voit plus haut ici. Selon moi, bien sûr. Et en fait, je suis content qu'on a enfin comblé le gap des 19 à 20 000 $. Ce qui aurait été un peu stressant, c'est que si on avait vu le bitcoin monter directement dans les 35 000 $ pour aller combler le gap qu'on voit en haut ici, ben ça veut dire qu'éventuellement on aurait redescendu dans les 19 à 20 000 $ pour combler le gap. Maintenant, c'est fait. Donc, dans les prochaines semaines, on va pouvoir passer à d'autres choses. Donc, j'espère que la vidéo vraiment a pu vous aider à clarifier certaines choses dans votre esprit avec ce qui se passe dans la situation. Autant de la banque Silvergate, la banque Silicon Valley, la Fed avec l'inflation, comment les banques fonctionnent et qu'est-ce qui se passe en ce moment, la guerre la plus importante avec le Web3 et la possession de nos actifs. Est-ce qu'on va arriver dans un système centralisé ou un système décentralisé? L'avenir est entre nos mains. Donc, réfléchissez à tout ça. N'oubliez pas de mettre un commentaire et un like sur la vidéo et on se revoit, nous, dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde, bonne soirée.